Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, on va parler là, d'Ethereum en détail. On va non seulement parler de l'aspect programmabilité des contrats intelligents, donc qui va être utile pour votre projet, mais aussi là, les détails techniques là, concernant le consensus, structure de données, etc. Et de quelle façon ces mécanismes diffèrent de Bitcoin qu'on a déjà étudié et quels sont les avantages et désavantages là, de ce qu'on a dans Ethereum. Ok, donc je dirais que c'est bon pour pouvoir là, compiler tous ces détails techniques là, d'aujourd'hui là, c'est quand même un effort là, assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'articles écrits sur Ethereum en ligne, des articles qui sont plus ou moins rigoureux et beaucoup de choses qui sont mal comprises, je dirais, des détails techniques qui sont pas bien expliqués dans ces articles-là. Donc c'est vraiment un défi là, de compiler une explication là, cohérente et vraie de comment Ethereum fonctionne. C'est un système tellement complexe et qui évolue constamment. Donc je dirais là que la référence, l'article de référence pour avoir les vrais détails d'Ethereum se trouve dans cet article ici qui s'appelle le Yellow Paper d'Ethereum. Mais le Yellow Paper est extrêmement complexe à lire. C'est vraiment écrit là, comme comme du pseudocode vraiment. Là. Donc c'est vraiment écrit là, dans un style très complexe. Bon, mais c'est ça la référence là, pour vraiment bien comprendre comment Ethereum fonctionne. Par contre, il y a une version simplifiée de cet article qui s'appelle The Beige Paper. Ici, donc vous pouvez lire ça ça explique aussi la même chose de façon un peu plus simplifiée. Donc, à part ces deux articles-là, là, je me méfierais là, d'aller regarder des articles, là, des blogs, des choses comme ça sur Internet parce que souvent ça explique pas correctement ou ça peut tout simplement dire des choses qui sont pas vraies. Ok, donc faites attention à ça là, quand vous explorez là, vous par vous-même là, sur Ethereum. Ok, donc un petit peu d'informations là, de base là, sur Ethereum. Donc c'est euh, un système qui est géré par la fondation Ethereum, qui est un consortium qu'on comprend plusieurs compagnies majeures comme Deloitte, Toyota, Microsoft, etc. Ainsi que la fondation Ethereum elle-même, donc à ses membres. C'est une compagnie, une organisation au cœur, là, donc plusieurs employés, gérée par Vitalik Buterin, tout ça, pour, pour le système lui-même. Donc le focus d'Ethereum, c'est de vraiment faire une plateforme qui est à base de chaîne de blocs, qui est flexible, donc qui permet d'héberger n'importe quelle sorte d'application qui va fonctionner à base de contrats intelligents. Okay? C'est bon, même si ça permet d'héberger n'importe quelle application, c'est quand même aussi une crypto-monnaie. Donc la monnaie ici, c'est le Ether, et qui est sous-divisé en Wei. Donc le Wei ici, c'est comme le Satoshi de Bitcoin, c'est l'unité atomique. Et présentement, Ether vaut à peu près 225 dollars américains dans les échanges. Là. Donc, évidemment, c'est un chiffre qui fluctue tout le temps. Et donc, la différence entre une différence principale entre Ethereum et Bitcoin, c'est l'utilisation du modèle balance au lieu du modèle UTXO de Bitcoin. Parce que on a, comme on l'a indiqué la semaine passée, réplication d'état de la chaîne, réplication d'état machine, donc capacité d'enregistrer des variables, des états, ok, des valeurs de clés, donc comme dans une base de données, et de modifier ces valeurs-là, de les ajouter, les supprimer, etc. Donc à ce moment-là, on peut adopter le modèle balance pour représenter la balance d'Ether de chaque compte. Donc on a aussi le concept de compte ici, alors que dans Bitcoin, on a juste des UTXO, puis des clés privées, puis des signatures, des choses comme ça. Donc, pour écrire les smart contracts, il y a plusieurs langages disponibles. Le plus populaire, c'est Solidity. C'est donc le plus mature, mais aujourd'hui, on peut aussi développer en Viper si vous préférez là, un langage inspiré de Python. Et votre code de contrat est ensuite compilé en bytecode. Et ce code-là est ensuite exécuté par la machine virtuelle d'Ethereum sur chacun des mineurs là, qui participent là, au consensus. Ok, donc quel est ce fameux état qui est maintenu à travers donc, la réplication d'état machine. Donc, si vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai dit que chaque nœud, chaque full node de Ethereum maintient
l'état de la chaîne, qu'on appelle ça aussi le world state ou le chain state. Et cet état-là, donc, est transitionné à travers des blocs. Et le contenu des blocs est évidemment pareil partout parce qu'on utilise un protocole de consensus à base de proof of work pour déterminer le contenu de chaque bloc qui va transitionner donc l'état de la chaîne d'un état présent à l'état suivant. Okay? Et parce que l'exécution des transactions est déterministe, tout le monde est capable de toujours synchroniser les états correctement après chaque transition. Donc, l'état de la chaîne, quelle est la structure de données qui est utilisée par Ethereum? C'est celle-ci ici, qu'on appelle ça le World State Tree. Donc, cette structure de données s'appelle un Patricia-Merkle Tree. Okay? Donc, dans Bitcoin, on a utilisé le Merkle Tree. Ici, on ne va pas utiliser le Merkle Tree, on va utiliser ce qu'on appelle un Patricia-Merkle Tree. Donc, fonctionnellement, c'est la même chose, essentiellement. Donc, c'est un arbre qui permet essentiellement d'indexer. Donc, essentiellement, les différents hashes ici internes permettent d'indexer les différentes entrées qui figurent au niveau là, de terminal, donc les leaf nodes. Et chaque lien ici est formé en utilisant du hashing, donc pour conserver l'intégrité des données. Okay? Et donc la racine de notre World State Tree ici est une racine qui capture l'intégrité de toutes les données complètes. Donc si une information ici est erronée, ça change complètement la racine. C'est exactement la même chose que dans le Merkle Tree. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise un Patricia-Merkle Tree au lieu d'un Merkle Tree normal comme dans Bitcoin? C'est pour des raisons d'optimisation. Et donc on va voir dans la slide prochaine comment un Patricia-Merkle Tree peut compresser essentiellement, réduire le nombre de niveaux donc, pour pouvoir donc supporter pour pouvoir enregistrer plus efficacement l'information que dans un Merkle Tree qui est binaire et qui peut avoir beaucoup de niveaux si on a beaucoup de transactions, là, de données à rentrer. Donc ici, ce n'est pas des transactions qu'on va rentrer, c'est des états de compte. Okay? Ça, c'est une autre différence ici. Donc, notre Patricia-Merkle Tree est utilisé pour enregistrer des états de compte. Donc, quelle information est contenue dans les leaf nodes ici de notre arbre principal, notre World State Tree? Donc, chaque leaf node ici, c'est une entrée. Donc, ici, je le représente en format tableau. Okay? Mais c'est pas comme ça que c'est capturé là, dans... la structure de données n'a pas cette forme-là, c'est juste visuellement, je vous représente en forme de tableau pour que ce soit plus facile pour vous de regarder qu'est-ce qui est contenu dans chacune de ces entrées. Mais imaginez ici là, que chaque leaf node, okay, c'est une entrée dans ce tableau. Okay? Et donc les données qui sont entrées, c'est l'adresse de notre compte Ethereum, la balance du compte, donc combien d'argent est possédé par ce compte. Si c'est un compte qu'on appelle externe, c'est-à-dire que c'est un compte utilisateur, donc, comme un compte dans Bitcoin, donc c'est un utilisateur avec son porte-monnaie qui gère ça, il n'y a pas il y a pas de code de contrat, il n'y a pas de contrat intelligent qui est associé à ce compte-là là, qui contrôle comment les fonds sont dépensés ou quoi que ce soit. Okay? Donc à ce moment-là, le hash du code est vide. Mais des fois, il y a des comptes qui sont associés à des contrats intelligents. Donc un contrat intelligent peut être attribué à un compte à gérer. Okay? Donc essentiellement, quand je déploie un nouveau contrat, on va voir ça tout à l'heure, ça crée un compte avec le contrat. Donc à ce moment-là, le contrat peut recevoir des fonds aussi, peut avoir des balances, va avoir son adresse et va avoir aussi un hash qui représente là, le code de ce contrat-là. Donc ça préserve l'intégrité là, du code. Donc ça permet de s'assurer que c'est le bon code qui est exécuté pour contrôler ce compte. Et finalement, peu importe si on a un compte externe ou un compte de contrat, on a aussi ici, on capture l'état interne de ce compte. Donc le compte peut être associé avec toutes sortes de valeurs, donc de clés, de valeurs, dépendamment là, des applications qui sont utilisées par ce compte, que ce soit des registres de propriété, donc des collectibles, des jeux collectibles, des choses comme ça. Donc il va y avoir toutes sortes de données qui vont être associées à chaque compte. Et pour représenter ces comptes-là, on va avoir
on va encore une fois utiliser un Patricia-Merkle tree. Et la racine de notre Patricia-Merkle tree ici, ça va être là, ça va être écrit ici dans notre entrée. Donc, essentiellement, notre storage tree ici qui contient les données brutes des clés valeurs associées à un compte. Donc, la racine est enregistrée dans le leaf node ici, qui est enregistré dans le world state tree, qui représente l'état complet du monde. Donc, toute la chaîne d'intégrité est préservée. Donc, c'est-à-dire que si je modifie n'importe quelle valeur de n'importe quelle clé dans un compte, ça va affecter la racine donc, de ce compte-là. Et en affectant la racine de ce compte-là, ça affecte aussi la racine de l'état du monde. Donc, c'est clair que n'importe quelle information est strictement validée par les hashing. Et donc, qu'est-ce qui consiste donc la base de données, l'état de la chaîne que maintient chaque full node dans Ethereum? Ça contient donc le storage tree de chacun des comptes Ethereum qui existent présentement dans le monde et un arbre global ici de l'état de la chaîne, le world state tree. Donc plusieurs storage trees et un world state tree, c'est ça notre état de chaîne qui est transitionné par chaque bloc de transaction. Donc maintenant, on va regarder un peu plus de détails, c'est quoi la structure interne d'un Patricia-Merkle tree, donc qui est utilisé soit par le storage tree ou par le world state tree. Donc c'est quoi, donc à quoi ça a l'air. Donc voici le diagramme. C'est un diagramme qui est assez qui est très complet là. Donc on va y aller lentement, ok, pour essayer de le comprendre. Donc comme dans un Merkle tree, on a la racine de notre arbre qui est donc un hash là, de notre nœud qui est au top, là, qui est au sommet de notre arbre. Okay? Donc il y a juste une racine ici et son hash, c'est le state root ici qu'on va écrire dans les blocs. Parce que dans Ethereum, quand un nœud propose un nouveau bloc, il doit inclure la racine de l'état de la chaîne après qu'il a exécuté le bloc. Pour que quand les autres machines reçoivent ce bloc-là et qui exécutent les transactions dans ce bloc, ils peuvent vérifier là, qu'ils obtiennent exactement là, la même racine d'état que le mineur qui a proposé le bloc. Sinon, ça veut dire qu'il y a une incohérence dans l'exécution des contrats des transactions dans le bloc. Donc, mis à part le hash de la racine, il y a d'autres informations qu'on écrit dans la racine. Donc, il y a plusieurs types de nœuds. Il y a les extension nodes, puis les branch nodes et les leaf nodes. Okay? Donc, on va regarder là, c'est quoi un extension node. Donc, essentiellement, là, quand on a un extension node, ce qu'on peut indiquer dans notre nœud, c'est un préfixe commun pour tous les comptes ou pour toutes les données qui sont en dessous de ce nœud-là. Donc, pour vous donner un exemple, imaginons là, que dans mon état de la chaîne, j'ai les comptes suivants, okay? A7, 1, 3, 5, 5, A7, 7, 2, 3, 3, 7, etc. A7, F, 9, A7, 7, D, 3, 9, 7. Okay? Donc, imaginons que ça, c'est l'adresse de ces comptes-là, et ça, c'est leur balance. Bon, il y a d'autres informations, là, comme j'ai dit ici, c'est l'adresse, la balance, le hash du code, l'état interne. Dans ce diagramme, on l'a simplifié, on vous indique juste l'adresse et la balance. D'accord? Donc, imaginons présentement là, que mon nœud, que mon état de la chaîne contient 4 comptes. OK? Et ça, c'est l'adresse de ces comptes-là. Donc, la façon qu'on peut construire notre arbre, c'est en regardant c'est quoi le préfixe commun de tous nos comptes. Et ici, le préfixe commun, c'est A7. D'accord? Vous voyez là que c'est ces deux premiers digits là, qui sont en hexadécimal. Donc, si vous comprenez l'hexadécimal, vous savez que chaque lettre ici correspond à 4 bits de données et que donc 2 bits ensemble, ça fait pardon, 2 X ensemble, ça représente un octet, donc 8 bits d'information. Donc ici, dans cette situation, j'ai exactement 8 bits en commun pour tous les comptes de mon monde et de mon état de la chaîne. Donc, c'est représentable en 2 hex. Donc, c'est A7 ici. D'accord? Donc, dans la terminologie qu'on va utiliser ici, on va dire que chaque digit ici, donc chaque chiffre,
c'est 4 bits, on appelle ça un nibble. Okay? Donc ici, j'ai 2 nibbles en commun avec tout le monde. Donc j'écris ici dans mon extension node que le préfixe commun entre toutes les clés en dessous, c'est A7. Et là, j'ai besoin de mettre je dois mettre un préfixe, un drapeau, essentiellement un flag, là, pour indiquer quel est le type de mon nœud ici. Donc ici, mon nœud racine, c'est un nœud d'extension pour indiquer que j'ai un préfixe commun de 2 nibbles. Donc, je dois utiliser la valeur 0, parce que la valeur 0 dit que c'est un extension node avec un nombre pair de nibbles. Et donc ici, j'ai un nombre pair de nibbles. Donc, j'utilise et c'est un extension node, donc j'utilise le flag 0 ici pour interpréter ça de la bonne façon. Après ça, ici, dans le champ next node, je dois donc référencer le nœud au prochain niveau dans mon arbre. Et donc, dans mon prochain niveau, je vais avoir un branch node, okay, qui permet de sélectionner quel est donc le troisième nibble. Parce que ici, ce que j'ai dit essentiellement, c'est que les 2 premiers nibbles sont en commun. Donc, ça veut dire que le troisième est différent. Donc, pour sélectionner le troisième, j'ai besoin d'un branch node. Et donc, je vais avoir une entrée pour 1, une entrée pour 7 et une entrée pour F parce que j'ai justement un 1, un 7 puis un F. Puis le 7 ici, ça fait partie du même. Donc, pour indexer ces 3 entrées-là, j'ai besoin d'un branch node avec ces 3 entrées qui sont avec 3 entrées écrites dans mon branch node. Et donc, dans mon entrée 1 ici, on est rendu ici à, je traverse, donc c'est A7, 1, donc il reste 1, 3, 5, 5, puis il reste juste une entrée, d'accord? Il n'y a pas d'autre entrée autre que celle-là qui a le préfixe commun A7, 1. Donc à ce moment-là, je peux immédiatement avoir un leaf node pour représenter ce compte-là. Et donc un leaf node ici, donc si on regarde dans les flags, on a le choix entre 2 ou 3, ok? Donc 2, ça voudrait dire que c'est un leaf node qui a un nombre pair de nibbles qui reste à remplir. Puis 3, ce serait un nombre impair de nibbles qui reste à remplir. Ici, dans ma situation, j'ai 4 chiffres, 4 X de plus à écrire, 1, 3, 5, 5. Donc, c'est un nombre pair et c'est un leaf node. Donc, j'écris 2, j'écris 1, 3, 5, 5. Et là, j'écris toutes les données qui correspondent à ce compte-là. Donc, ici, la balance qui est 45 Ether. S'il y avait un hash de contrat, j'écrirais l'hash de contrat. Puis, j'écrirais aussi la racine du storage tree qui est associé à ce compte Ethereum. OK. Là, si on regarde au set ici, donc le set, il y a 2 entrées qui restent. Donc, on ne peut pas directement aller à un leaf node parce qu'il y a plus qu'une entrée qui est en dessous de ce préfixe-là. Donc, on va réajouter un autre extension node ici qui va indiquer c'est quoi le préfixe commun entre les nœuds qui restent après. Donc, ici, A77D3, A77D3, là, ça fait 3,7, 9,7. Donc, D3, c'est un préfixe commun. Donc, ici, j'ajoute D3. D3, c'est 2 hex, 2 nibbles. Donc, c'est un nombre pair. Donc, j'utilise le flag 0 ici pour représenter un nombre pair. Et là, mon next node ici va avoir un branch node qui va sélectionner entre 3 et 9 parce qu'on est rendu ici. D3, et on a le choix entre 3 ou 9. Donc, j'ai 3 ou 9. Et là, finalement, je peux avoir mon leaf node pour A77D3, 3,7, A77D3, 9,7. D'accord? Donc ici, ce qui est spécial, c'est que vous voyez qu'il reste juste un nibble pour représenter ces leaf nodes-là, pour reconstruire là, avec son préfixe l'adresse du compte complet. Donc quand on a un nombre impair de nibbles restants à représenter, on va utiliser donc le flag impair ici, le leaf node flag impair. Et ça, ce qui est intéressant pour sauver 4 bits d'information, parce que le préfixe ici, c'est toujours un octet. C'est 8 bits d'information pour encoder le flag. Donc, quand j'écris 0, essentiellement, c'est 0, 0, c'est 0, 0. Okay? C'est 2 hex de 0, ou c'est essentiellement 8 bits. Tous les bits sont 0. Et quand j'ai un 2 ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Okay? Donc, c'est 8 bits. Et avec quasiment juste des 0 puis un 1 qui est au 7e bit. D'accord? Donc ici, pour sauver 4 nibbles d'information, je peux utiliser les 4 premiers bits pour enregistrer le flag de 3, donc c'est 0011 en binaire. Et le 7 peut utiliser les 4 derniers octets, les 4 derniers
bits qui ne sont pas utilisés dans le préfixe pour représenter ce nibble-là. Okay? Donc, ça serait 0, 1, 1, 1 pour représenter le 7 en binaire. Et donc, à ce moment-là, ce set-là est directement déjà écrit dans ce nibble-là. Je sauve le 4 bits d'information essentiellement. Okay? Donc, c'est une petite optimisation là, qui existe ici. Là. Et finalement, ici, le sélecteur F, ici, pour cette entrée-là. Donc, à ce moment-là, il reste juste une entrée qui est 9, 3, 6, 5. C'est un nombre pair. Donc, on utilise le leaf node nombre pair de nibble avec donc, le 2, 9, 3, 6, 5 et l'information ici. Donc, vous voyez ici qu'un Patrician-Merkle tree est capable là, de compresser le nombre de niveaux qu'on a parce que en utilisant là, ces branch nodes ici, on peut sélectionner jusqu'à 16 différentes valeurs différentes. Alors que dans un Patricia Tree, c'est toujours binaire, il y a juste 2 choix à chaque fois, donc les branch nodes permettent beaucoup de compresser. Et l'autre aspect qui compresse ici, c'est l'utilisation des préfixes communs. Donc si on a beaucoup de comptes qui partagent un long préfixe commun, on peut juste indiquer un préfixe dans un nœud et ça représente tous les nœuds qui descendent. Ok, donc dans ce diagramme-là, la seule chose que je n'ai pas expliqué là maintenant, c'est que ici, chacun de ces liens, ok, donc quand, par exemple, dans un extension node, je dis next node, ok, l'information que j'ai écrite ici, c'est un pointeur à ce branch node, mais quel est le pointeur? Ben, le pointeur, c'est évidemment un hash. Ok, donc, ça veut dire que l'information de ce branch node-là est hashée et écrite dans le next node. Pareil ici, donc, dans mon sélecteur 1, j'ai quelque chose d'écrit, c'est un pointeur à ce leaf node-là. Donc, c'est quoi ce pointeur-là? C'est un hash du leaf node. Ici, j'ai un pointeur à un extension node. C'est quoi? C'est le hash du extension node, etc. etc. D'accord? Donc, de cette façon-là, ça permet de préserver l'intégrité des données parce que tous les hashes sont préservés. Donc, la racine ici, le hash de la racine représente toutes les informations à l'intérieur ici. Et donc là, n'oubliez pas que ça, c'est le World State Tree et que dans chaque leaf node ici, il va y avoir une autre racine d'un autre tree, okay, qui représente là, les données internes de ce compte Ethereum. Okay? Donc ça, c'est juste l'arbre principal. Puis aussi, il y a tout plein d'arbres secondaires là, pour chaque compte Ethereum. Donc c'est vraiment une grosse structure de données qui représente la chaîne d'état du système au complet. Donc, c'est tout pour ce vidéo-là. Donc, c'était précisément pour expliquer la structure de données du Patrician-Merkle tree. Et dans la prochaine vidéo, là, on va parler en plus de détails de programmation.